Pour réaliser un audit qui apporte une vraie valeur ajoutée, il faut l'aborder de deux façons complémentaires. Premièrement, il faut contrôler que les audités appliquent correctement sur le terrain ce qui est prévu dans le système de management. Ce système de management inclut les processus, les procédures, les bonnes pratiques, les modes opératoires, etc. Et dans un second temps, il faut vérifier l'efficacité du système de management et ainsi évaluer l'atteinte des objectifs. Ces objectifs sont la plupart du temps définis dans des tableaux de bord, des politiques, des challenges, etc. Un audit n'a pas vocation à être exhaustif. Il doit se focaliser sur les points importants, même si ceux-ci n'ont pas été planifiés. L'objectif est d'identifier des axes d'amélioration. Voyons un cas pratique. Dans une entreprise de vente de matériel, une procédure prévoit que les magasins commandent leur matériel auprès des services techniques. Une validation du directeur régional est nécessaire pour cette opération. Les magasins utilisent une application informatique appelée Comag. Les services techniques extraient toutes les semaines les commandes de Comag pour les compiler, les valider et les commander aux fournisseurs. L'auditeur fait trois constats. Premier constat. L'extraction des commandes n'est pas faite toutes les semaines comme il est prévu. Cela peut retarder la livraison de nouveaux matériels. Comment qualifiez-vous cet écart? Bravo, c'est la bonne réponse. C'est bien un écart d'application puisque la procédure prévoit que l'extraction des commandes soit faite toutes les semaines. Second constat. Un dysfonctionnement informatique fait que l'extraction ne prend pas en compte certaines commandes dans Comag. Les magasins concernés ne recevront donc pas leur matériel. Comment qualifiez-vous cet écart? Bravo, c'est la bonne réponse. C'est bien un écart d'efficacité. La procédure est bien respectée, mais l'objectif attendu n'est pas atteint. Tous les matériels ne sont pas livrés en magasin. Troisième constat. Malgré la validation par les directeurs régionaux, les services techniques modifient les quantités commandées sans en avertir le réseau. Comment qualifiez-vous ce point? Bravo, c'est bien un axe d'amélioration. Dans la procédure, rien ne contredit cette pratique, mais elle pourrait être préjudiciable au commerce. Dépendance du processus d'audit fait qu'un auditeur ne peut pas être jugé partie lors de son audit. Mais quelles sont les qualités requises pour faire un bon auditeur? Il faut être à l'écoute, prendre le temps et donner le temps à l'audité pour le mettre à l'aise. Une bonne qualité rédactionnelle et verbale est requise. Il faut être organisé et savoir gérer son temps pour respecter la durée de l'audit. Et bien évidemment, il faut savoir prendre des notes et avoir tous les documents avec soi. Il faut savoir creuser les sujets, observer et ne pas se laisser distraire par son environnement. Il faut être ouvert pour comprendre rapidement les process en place. Il faut également être souple pour s'adapter aux différentes particularités des entreprises. Voyons comment s'organise un audit. Quelles sont ses différentes phases, ses acteurs et ses méthodes. Tout commence par une décision prise par le coordinateur des audits dans le cadre de la planification annuelle.
Le coordinateur informe les auditeurs des audits à réaliser. Les auditeurs ou le coordinateur préviennent les futurs audités sur les audits à venir. Les auditeurs préparent leur audit. Ils récupèrent les documents et conçoivent le scénario d'audit. Vient la réalisation de l'audit et ses 4 étapes. La réunion d'ouverture, les entretiens d'audit, la réunion de synthèse entre les auditeurs, la réunion de clôture avec les audités. Enfin, les auditeurs rédigent leur rapport et le transmettent. D'après vous, est-ce que l'audit se termine à cette étape? C'est exact, il manque l'essentiel. Une fois le rapport remis, les audités doivent mener les actions correctives, en suivre la réalisation et vérifier leur efficacité. Et bien évidemment, les prochains auditeurs s'appuieront sur ce rapport. D'après vous, quels sont les documents à récupérer pour préparer mon audit? Le référentiel de certification est le document d'engagement de base qui donne les dispositions générales à respecter. Les documents de méthode décrivent les actions à mener et comment les mener à chaque étape. Ils peuvent également s'appeler procédure, mode opératoire, bonne pratique, gestes métier, processus, etc. Ces documents sont utiles dans l'audit quand ils sont liés au référentiel de certification. Le plan de contrôle existe dans certaines entreprises. Il précise comment auditer les éléments du référentiel de certification. Il peut également s'appeler checklist de contrôle, grille d'audit, etc. D'après vous, quelles sont les informations complémentaires à rechercher? Les rapports d'audit précédents, internes ou externes, permettent d'identifier les dysfonctionnements antérieurs. Les plans d'action corrective consistent en une liste des actions menées suite aux audits, aux réclamations clients et autres sources d'amélioration. Ils permettent de vérifier la mise en œuvre et l'efficacité des actions correctives déjà menées. Les tableaux de bord permettent de suivre les indicateurs mentionnés dans le référentiel de certification. Les réclamations clients, lorsqu'elles sont recensées par l'entreprise, permettent d'identifier d'éventuelles défaillances à auditer. Demandez au responsable qualité ou au chef du service s'il y a des sujets sur lesquels il souhaite que l'auditeur insiste. D'après vous, quelles sont les informations à récupérer lors de la phase de préparation du scénario d'audit? Identifiez à l'avance les points à auditer, sachant que tout ne sera pas forcément vérifié pendant l'audit. Dans la stratégie de recherche des preuves, qui interviewer, comment et quand le faire, etc. Quelles sont les preuves à trouver? Il faudra alors rechercher les documents nécessaires aux vérifications. Détaillons le scénario d'audit. Dans votre scénario d'audit, vous devez faire figurer les points à vérifier, les documents à rechercher, la stratégie de recherche des preuves. Reprenons le cas de notre enseigne et voyons comment construire votre scénario pour ce point. La fréquence de l'extraction des commandes de matériel. Quels sont les documents à rechercher? C'est exact. Et quelle sera votre stratégie de recherche des preuves?
C'est exact. Le scénario d'audit est un guide. Il s'agit d'un document informel que l'auditeur se prépare pour lui-même. Il vous permet à tout moment de vous situer dans vos investigations. En faisant des allers-retours entre le terrain et ce document, il joue le rôle de fil conducteur. Enrichissez ce scénario tout au long de l'audit avec les réalités du terrain. A contrario, qu'est-ce que le scénario d'audit ne doit pas être? Bravo, vous avez compris l'objectif du scénario d'audit. La notification d'audit a pour objectif de prévenir tous les acteurs de l'audit qui aura lieu et de ses modalités de réalisation. Dans ce document, nous trouvons les sujets audités, les personnes à rencontrer, le lieu des entretiens et des réunions, les horaires. Cette planification permet à tout le monde d'être prêt le jour J. La réunion d'ouverture est une étape primordiale. C'est le top départ de l'audit. Après vous être présenté, rappelez le sujet de l'audit. Balayez le planning pour confirmer les horaires. Répondez aux questions pour clarifier toutes les incompréhensions. N'oubliez pas de préciser quand et où se déroulera la réunion de clôture. L'audit sera alors un exercice cadré dans le temps, avec un début et une fin. Ce lancement peut prendre des formes très diverses en fonction des cultures d'entreprise. La réunion peut être formelle ou informelle, assise ou debout, longue ou courte. Le plus important, c'est que cette réunion ait bien lieu. Lancer où vous préparez, où vous prévoyez les vagues de préparation, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas vraiment ça. Je vais vous réexpliquer. Donc, là, pour lancer les vagues de préparation, je tiens compte de ce planning uniquement. C'est le document de base. Au-delà de la stricte application du système de management, vous devez également identifier les axes d'amélioration potentiels. Partons d'une image pour expliquer comment trouver l'information. Un entonnoir. Cet entonnoir représente votre cheminement avec l'audité. Avec pour objectif de partir d'une approche très générale, en haut de l'entonnoir, pour arriver à aborder les points les plus précis, en bas. Attention, pour que l'exercice soit efficace, il vous faut maîtriser le temps qui vous est imparti. Disons que sur la partie haute, vous abordez les généralités avec l'audité. Vous cherchez à comprendre le process et à mettre à l'aise votre interlocuteur. Bien que vous ne soyez pas encore dans l'audit proprement dit, cette phase est importante et devra être suivie pour chacun des points audités. Attention, si vous restez trop longtemps en haut de l'entonnoir, vous perdrez du temps. De plus, ce ne sera pas un audit que vous réaliserez, mais un stage. La collecte de preuves se fait en interrogeant votre interlocuteur. Vous descendez alors dans l'entonnoir en posant des questions de plus en plus précises. À ce moment, vous entrez réellement dans l'audit. Vérifiez ce qui est dit, affinez vos questions et prenez des notes. Tout en bas de l'entonnoir, amenez l'audité à réaliser les actions concrètes. C'est à ce moment que vous déroulez la pelote de laine pour recueillir toutes les preuves utiles. Vous avez ainsi une vision précise sur la mise en œuvre du référentiel et sur l'efficacité du système. Attention, si vous restez trop longtemps en bas de l'entonnoir, vous perdrez du temps. De plus, il n'est pas certain que vous trouviez des preuves pertinentes. À l'issue de ces 3 phases, remontez en haut de l'entonnoir pour changer de sujet d'audit en repartant sur des généralités. Si vous restez en bas de l'entonnoir et que vous changez de sujet, vous risquez d'embarrasser votre interlocuteur avec d'emblée des questions trop précises.
Voyons si vous avez bien compris. Déterminez à quelle phase font référence ces situations. Parfait. Vous avez compris les phases de la collecte d'informations. Voyons à présent les principaux pièges de l'interview d'audit. Dans un premier temps, observez une mauvaise situation, puis identifiez les erreurs. Dans un second temps, visionnez la bonne situation. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles que vous suivez lorsque vous faites un montage et un filmage sur une palette lors d'une préparation? Oui. On prend les produits comme on nous le demande à l'emplacement et on les met sur la palette. Très bien. Mais vous êtes qui? Je suis auditeur EuroCRP. Ah, moi c'est Jean Dumoulin. Enchanté, monsieur. Est-ce que lorsque vous posez les colis sur la palette, il y a des règles à respecter? Pas particulièrement, non. Très bien, donc ça vous ne dérange pas que le colis dépasse un peu la palette? Oh, pas du tout. Après, on prend un coup de film et ça tient bien. Vous le réalisez comment, le filmage sur la colis? On a ça, une bobine de film manuel. On case le bout du film quelque part sur la palette, vous voyez. Puis après, on fait 3 petits tours, puis emballé, c'est pesé, c'est filmé. Il n'y a plus qu'à l'envoyer au magasin. Très bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Lors de l'audit, nous avons relevé une non-conformité liée au montage et au filmage des supports en préparation. Montage, filmage des supports, je comprends pas. La personne interviewée sur le terrain ne savait pas expliquer les règles de montage et de filmage des colis. On vient de former l'ensemble de nos préparateurs, donc là, je comprends pas. On parle de qui? La personne interviewée, c'était monsieur Jean Dumoulin. Cette personne n'a pas su nous expliquer. Monsieur Jean Dumoulin est cariste, Réa Pro. Il n'est pas préparateur. Ah bon? Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? Bravo! En effet, choisissez bien l'interlocuteur en fonction du sujet à explorer. Car si vous n'avez pas le bon interlocuteur, il y a de fortes probabilités que la personne vous réponde quand même. Vous obtiendrez alors des réponses erronées. Et bien évidemment, au début de chaque entretien, présentez-vous et précisez le but de l'échange. Vous abordez ainsi la discussion en toute courtoisie. Voyons la bonne façon de faire. Bonjour, excusez-moi. Oui. Je suis auditeur EuroCRP. J'aimerais vous poser quelques questions sur la préparation de commandes. Est-ce que vous êtes préparateur? Ah non, moi je suis pas préparateur, hein. Moi je suis juste cariste. Je suis venu juste bouger le chariot parce qu'il me gênait, mon chariot est derrière. Ah, très Mais bien. je peux vous trouver le préparateur qui a fait la commande. Il est là-bas à la machine à café. Hubert! Venez, je vais vous faire voir. Hubert! Alors Rita, maintenant on va regarder comment se déroule une réception. Vous allez m'expliquer les différentes étapes, puis on verra si c'est conforme au processus. D'accord, donc je vais vous expliquer à partir du moment où le chauffeur se présente chez nous. Donc lorsque le chauffeur arrive sur le site, il va voir l'agent de sécurité. Ouais. Celui-ci nous contacte, on lui donne un quai, d'accord. Ensuite, Ouais. il se présente ici au bureau avec ses bons de livraison et ses bons de transport. Ouais, Et pour qu'on puisse lui donner autorisation pour aller mettre la cale là. d'accord.
La cale est obligatoire ou ça dépend un peu de transporteur ou du type de marchandise? La cale est obligatoire pour pouvoir justement mettre le pont. D'accord, très bien. Une fois que qu'il a mis sa cale, il se présente à l'agent de sécurité qui est sur notre site avec des chaussures. C'est un autre agent, c'est pas le même agent. Non, c'est un autre agent. Avec des chaussures de sécurité obligatoirement. Ouais. Et l'agent de sécurité lui fournit un chasuble avec le numéro de quai. Les chaussures de sécurité, c'est vous qui les fournissez ou le chauffeur arrive avec? Le chauffeur arrive avec ses chaussures de sécurité. D'accord. Voilà, et ensuite le chauffeur, par le biais d'un passage piéton, arrive sur le quai. D'accord. Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? C'est exact. Menez impérativement les entretiens sur le lieu de travail. Sinon, vous ne verrez pas la réalité de la situation d'audit. Voyons la bonne façon de faire. Rita, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se fait une réception d'un camion pour une livraison? Oui, bien sûr. Donc, lorsque le chauffeur arrive dans nos locaux, il ramène les bons de livraison et les bons de transport. Ouais. Nous pouvons lui donner accès avec un petit jeton pour qu'il puisse actionner la cale. Ouais. Et ensuite pouvoir aller sur les quais de réception s'il le désire. D'accord. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers qu'il doit avoir? Bien sûr, il faut absolument qu'il ait des chaussures de sécurité, Ouais. sinon il n'aura pas accès à l'entrepôt. Ouais. Et ensuite, arrivé sur l'entrepôt, on va lui donner un chasuble avec un numéro de quai. Il pourra passer par le passage piéton et aller sur les quais. D'accord. Est-ce qu'on peut vérifier maintenant sur le terrain? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut y aller. On peut interviewer le chauffeur, là? Oui, bien sûr. S'il vous plaît? Pouvez-vous m'expliquer comment vous organisez vos réappro picking? Bien sûr. Alors, il faut que le cariste arrive 1 heure avant, tous les jours. Ensuite, moi, je vais vater en P4.3 l'ensemble de ma volumétrie magasin, qui va déclencher des missions en P7. Ces missions en P7 sont des missions de réappro, qui vont être ensuite envoyées chez le cariste par l'intermédiaire de leur informatique embarquée. Le cariste va avoir la mission de biper le code SCC d'une palette qui est en stockage et de confirmer la dépose de la quantité au picking en bipant le code EN qui se trouve sur la liste. Quand cela est terminé, bien entendu, il se peut que le besoin soit inférieur à la quantité qui est sur la palette. Dans ce cas, il doit remonter le reste de la palette à une adresse de stockage. Il doit rééditer une étiquette sur l'imprimante de son choix et notre SRE, notre stratégie de calcul d'emplacement, va lui donner l'emplacement vide le plus proche du picking pour éviter le roulage lors d'une prochaine réappro. Très bien. Vous m'aviez dit que les caristes arrivaient 1 heure avant les préparateurs. Est-ce que vous avez un élément qui justifie cette information? Oui, j'ai ça quelque part à votre disposition, certainement. Ouais, voilà. On a ici le pointage des heures d'arrivée de nos caristes de réappro du jour. Donc très bien. Mais sur ce document, il est indiqué qu'ils sont arrivés simplement une demi-heure avant les préparateurs. Ouais, c'est assez exceptionnel aujourd'hui parce qu'on avait une faible volumétrie et donc il était inutile de les faire venir 1 heure avant. La charge de travail était suffisante en les faisant venir une demi-heure. Vous devriez indiquer dans votre procédure que, selon la volumétrie, les horaires des caristes varient. Ouais, cette situation arrive 2-3 fois dans l'année. Si vous pensez que compliquer un document clair comme celui-ci, c'est utile pour le suivi de l'audit, nous penserons à le faire pour la prochaine fois. Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? Oui, vous devez vous maintenir dans une attitude d'enquête et de compréhension. Évitez de donner des conseils, de faire des interprétations et de conduire l'audit sous forme d'interrogatoire. En particulier s'il n'est pas demandé, un conseil peut être très mal pris par l'audité. Faites-vous expliquer les termes techniques en toute modestie pour être sûr de bien comprendre la situation. Discernez l'important de l'accessoire, car si vous donnez trop d'importance à un détail, vous risquez de véhiculer une mauvaise image à votre audit. Voyons la bonne façon de faire.
Pouvez-vous m'expliquer comment sont organisés vos réappro picking? Oui, bien sûr. Alors, nos caristes arrivent 1 heure avant l'arrivée des préparateurs de commandes. Ce qui me permet pendant ce temps-là de lancer les VAT en P4.3 et de déterminer le calcul des réa. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer le premier terme que vous avez employé? Ah, oui, pardon, le terme VAT, P4.3. Alors, VAT, c'est de lancer l'automatisme des vagues de préparation, ce qui nous permet d'éviter de sortir les vagues une par une. Ça va beaucoup plus vite, c'est le système qui les fait pour la totalité des magasins. Ah, très bien, merci. On peut continuer l'explication? Oui, alors je vous disais, une fois que ces VAT ont été lancés, le système va calculer le besoin en réappro. Hubert, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment les caristes sont formés sur le site? Est-ce qu'ils ont un CACES ou est-ce que vous faites une formation interne? Est-ce qu'ils passent une visite médicale? Est-ce qu'ils sont formés aux spécificités du site? Est-ce qu'il y a des sens de circulation à respecter? Oui, l'ensemble de nos caristes est formé sur les règles de circulation. Un plan de formation est écrit. On prend une journée de leur temps, justement, en formation, spécifiquement là-dessus. D'accord. Est-ce qu'on peut interviewer un cariste? Oui. Je le choisis? Allez-y. Je suis prêt. Excusez-moi, Oui. est-ce que je peux vous interviewer? On fait un audit pour RACRP. Ouais, allez-y. Je vois que vous êtes cariste. Je voulais savoir si pour conduire ce type d'engin, il faut une autorisation particulière. Non. Vous avez au moins un CACES. CACES, non. Une autorisation de conduite donnée par le site. Non. Vous avez été formé à la conduite Ouais, il y a longtemps, hein. Vous en souvenez quand même? Il y a... Par exemple, la plaque de charge, vous pouvez m'expliquer comment on la lit? La plaque de charge Du chariot, voilà. Du chariot. Ouais. La plaque de... il n'y en a pas sur les chariots. Et le document là qui est collé? Celui-là? Voilà, celui-là. C'est ça, plaque de charge. Ah ouais, mais monsieur, pour l'autorisation de conduite, je l'avais, hein, mais ma femme, elle l'a lavé, il était dans ma poche de mon jean, elle l'a lavé. Normalement, vous devriez l'avoir ici, sur site. Ouais, normalement, mais je vous assure, j'ai demandé à mon chef d'équipe. Ouais, mais vous devriez l'avoir quand même sur Ah vous. oui, mais j'y peux rien, moi, je lui dis, il met 15 jours à me la donner, et voilà. Au moins quoi. l'autorisation de conduite, vous l'avez. Non, c'était dans la même pochette. J'ai expliqué à mon responsable de service. Ah oui, mais là, moi, je suis censé pouvoir vérifier que vous êtes en autorisation de conduire le chariot. La plaque de charge, à la formation, j'avais répondu tout bon à la formation. Et là, vous savez plus la lire, mais donc ça peut être dangereux. Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? Oui, posez des questions claires et une seule à la fois. Vous obtiendrez des réponses claires à toutes vos questions et pas seulement à celles qui intéressent l'audité. Faites comprendre à l'interlocuteur qu'il n'a nul besoin de se justifier. Cela ne changera rien à la situation à observer. En revanche, tout le monde sera mal à l'aise, l'auditeur comme l'audité. Écoutez et observez l'interlocuteur, les lieux, les situations, les matériels. Il y a une multitude d'informations intéressantes à collecter au-delà du cadre de la question posée. Voyons la bonne façon de faire. Hubert, est-ce qu'il y a des sens de circulation sur le site? Oui, il existe des sens de circulation. D'ailleurs, c'est affiché sur l'ensemble de nos... Mais là, je crois qu'il est passé en sens interdit. Oui. Tu peux aller l'interviewer? Excusez-moi. Oui. Je fais l'audit au RACRP. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Ouais, allez-y, monsieur. Est-ce qu'il y a des sens de circulation sur le site? Ouais, normalement, mais voilà, moi, je suis intérimaire, monsieur, et j'ai la pression, là. Je dois faire... Vous avez pris le sens interdit. Non, mais je dois faire une productivité, et si je commence à faire le tour et tout, je vais jamais y arriver. Et puis moi, ils vont faire fin de contrat, fin de mission, là, la semaine. Mais vous justifiez pas. Moi, je fais juste le constat, et puis on en rediscutera après. Ah, merci, monsieur. Comment réalisez-vous les surcontrôles en préparation? Je prélève un carton, un support, ici, et je vais contrôler tout ce qu'il y a dedans, quoi. Vous
Vous utilisez quels éléments pour réaliser ce surcontrôle? Ben, j'ai une packing list qui va me servir à contrôler les éléments du carton, en fait. Donc, je vais compter, voilà, quoi, pour m'assurer qu'il y ait tout dedans. Et vous contrôlez la totalité des supports ou c'est de manière aléatoire? Ben non, en fait, moi, je contrôle tout ça, quoi. Tout ce qui passe ici sur la chaîne, ben, je vais devoir le contrôler, quoi. Voilà. Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? C'est bien. Maîtrisez le rythme. Dynamisez votre interlocuteur quand il est trop lent. Sinon, vous risquez de vous endormir et de ne pas rechercher toutes les preuves dont vous avez besoin. Voyons la bonne façon de faire. Comment réalise-t-on un surcontrôle en préparation? Ben, en fait, je prélève un colis ici sur la chaîne et je contrôle tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Quels éléments utilisez-vous pour réaliser ce surcontrôle? J'ai une packing list qui reprend l'ensemble des produits qui sont dans le colis. D'accord. Donc au niveau de cette packing list, si on regarde dans le détail, on peut retrouver les éléments qu'on a dans le colis. Ah oui, oui, l'ensemble des produits du colis sont sur la packing list. D'accord. Donc pour cette référence, la 84 61 83, La cartouche. normalement, on peut la retrouver sur Ah oui, sur oui, le produit. bah, elle est ici. D'accord, Donc très voilà, bien. on est tombé dessus, c'est bien, mais voilà, je dois tout contrôler. Donc très bien, 100% des éléments situés dans le colis sont contrôlés via cette Oui. packing list. Oui, tout à fait. Ok. Et quels éléments vous contrôlez? Vous contrôlez la totalité des colis situés sur cette rangée ou vous avez d'autres colis à contrôler ailleurs? Ah ben en fait, nous, notre zone de contrôle est ici. Dès qu'il y a un colis qui doit être contrôlé, il sort de la chaîne et il arrive ici. Donc nous, on est chargé de tout contrôler ici. Donc si je récapitule un petit peu la situation, nos colis proviennent de cette rangée-là et arrivent ici pour le contrôle final. C'est ça. Très bien, merci. Alors, Philippe, vous allez m'expliquer maintenant comment vous lancez les vagues de préparation chaque journée. Alors, c'est très important, j'ai très peu de temps pour le faire. Ouais. Je viens chaque matin, j'ai une demi-heure pour lancer la totalité des vagues des magasins. J'ai un planning de livraison. Hein. Le planning de livraison, c'est les plannings de préparation des magasins. Et je dois surtout vérifier, est-ce que j'oublie pas un magasin. Donc moi, je connais par cœur, hein, donc j'ai l'habitude. Donc ensuite, ce que je fais, moi, je me lance sur mon infologue et je lance les vagues une par une. Une par une, donc magasin, je tape le numéro de magasin là, ok, j'oublie pas de cliquer ici, c'est très très important cette case-là, il faut surtout mettre le motif de préparation de commande. Philippe, s'il vous plaît. Et ensuite, faut bien regarder la volumétrie. Hein, faut pas se tromper, faut vraiment sortir le bon nombre de pièces qu'on a besoin. La volumétrie, c'est aussi très important. Peut-être parce sur qu'il la faut pas se tromper. volumétrie, Philippe, est-ce que vous pourriez m'expliquer d'où viennent les chiffres, ce que vous en faites et comment vous faites? Après, alors là, je vais arriver à la tournée 11. La tournée 11, c'est les derniers magasins. Et il faut faire très attention aussi parce qu'on a un certain nombre de camions qu'on ne doit pas dépasser. Donc, je dois vraiment faire attention à ça. Et donc, je vais m'en occuper immédiatement. Hein. La volumétrie? Excusez-moi. Oui, ben j'ai bientôt terminé les volumes. Là, j'en ai encore pour quelques minutes. Et puis, vous pouvez lancer les préparateurs sur la première tournée. Elle est disponible. Merci. Pouvez-vous identifier les erreurs de cette séquence? C'est bien. Maîtrisez le rythme. Tempérez votre interlocuteur quand il parle trop vite. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir poser les questions nécessaires ni de recueillir les preuves dont vous avez besoin. Voyons la bonne façon de faire.
Alors Philippe, est-ce que vous pouvez m'expliquer maintenant comment vous faites le lancement des vagues de préparation chaque jour? C'est très important, ça se passe tous les matins. J'ai une demi-heure pour le faire avant l'arrivée des équipes de préparateurs de commandes. Donc ce que je fais, j'ai un planning de préparation de commandes où je vérifie exactement tous les magasins que je dois préparer. Mais comme je connais par cœur, je vais plutôt vous faire voir à l'écran. Donc à l'écran, comment ça se passe? Je me mets sur mon informatique et je dois faire attention de bien saisir le numéro de magasin que vous voyez là et de vérifier que c'est le bon. Ça ne permet de pas oublier. En même temps, la page suivante, on voit la volumétrie qui est ici. Alors, et à partir de la volumétrie... Si je comprends bien, Philippe, c'est à partir de la volumétrie que vous lancez ou vous préparez ou vous prévoyez les vagues de préparation. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas vraiment ça. Je vais vous réexpliquer. Donc, là, pour lancer les vagues de préparation, je tiens compte de ce planning uniquement. C'est le document de base. D'accord. Donc, je sais quel magasin je dois préparer en fonction du jour préparé. Il y a une petite croix dans le jour. D'accord. Donc, ce magasin-là, ou celui-ci qui a également une croix, donc on sait qu'aujourd'hui, il va être préparé. Oui, je dois le préparer. La livraison va se faire ou aujourd'hui ou demain, en fonction de ce que vous trouvez dans la case là, A pour A ou A pour B. D'accord, ok, c'est clair. Parmi ces phrases, quelles sont celles que vous pouvez utiliser? Oui, cette phrase est tout à fait acceptable. Oui, cette phrase est tout à fait acceptable. Oui, cette phrase est tout à fait acceptable. Parmi ces objets, lesquels font partie du matériel du parfait auditeur? Oui, un des fondements de l'audit est la maîtrise du temps. Oui, pour tout avoir sous la main et être efficace. Oui, pour prendre des notes en toutes circonstances. Oui, pour se conformer aux règles de sécurité du site. La réunion de synthèse est une étape incontournable pour une réunion de clôture réussie et efficace. Que ce soit seul ou entre auditeurs, l'objectif est de faire le point sur les notes prises pendant l'audit et sur les preuves recueillies. Rédigez précisément vos constats, vérifiez bien vos preuves et préparez vos arguments. C'est la méthode pour donner du poids à vos constats. Il existe 3 types de constats. Les non-conformités, ce sont des défaillances graves à corriger dans les plus brefs délais. Les remarques, ce sont des défaillances légères à corriger avant le prochain audit. Les observations, ce sont des points qu'il peut être intéressant de corriger ou d'améliorer. Les non-conformités et les remarques sont des écarts entre les pratiques observées sur le terrain et les prescriptions du système de management. Les observations ne sont pas des écarts, mais des pistes d'amélioration. Quel que soit le type de constat, rédigez-le de façon efficace. Le titre doit être simple et explicite pour être compris rapidement et par tous. Détaillez le constat en l'expliquant clairement. Faites figurer la nature des preuves relevées. Les risques engendrés par cet écart doivent figurer dans le constat. Vous provoquez ainsi une prise de conscience et facilitez la mise en œuvre d'actions correctives. Voici la dernière étape de l'audit, le bilan. Cette partie doit être maîtrisée pour donner toute la force aux conclusions qui ont été tirées. Lors de cette réunion, assez rapide, soyez clair et concis lors de la présentation de vos constats. Soyez directif dans votre approche, car ce n'est pas un lieu de débat. Vous ne devez pas refaire l'audit, ni laisser de doute. Vous allez devoir annoncer des constats qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Mais savez-vous comment les faire accepter? C'est exact. En énonçant les points positifs, vous montrez qu'un audit n'est pas qu'une sanction, mais l'occasion de mettre en avant le travail bien fait. En présentant, pendant l'audit, les constats, vous préparez l'audité pour qu'il ne soit pas surpris lors de la réunion de clôture.
Cette façon de faire vous permet également d'affûter vos arguments en les confrontant à ceux de l'audité. Pour vous aider à conduire cette réunion, nous vous proposons de l'aborder en 3 parties. Dans un premier temps, remerciez les audités de leur collaboration et rappelez l'objet et le domaine d'application de l'audit. Expliquez également la notation de la criticité des constats, les non-conformités pour les écarts graves, les remarques pour les écarts légers et les observations pour les axes d'amélioration. Dans un second temps, commencez par rappeler les points forts du système audité. Listez précisément les bonnes choses, même si elles sont hors du champ d'audit. Puis, abordez les constats d'audit. Comme vous avez préparé l'exercice, vous êtes certain qu'il n'y a pas de conclusion erronée et que les personnes présentes comprennent le sens de vos propos. Grâce à votre préparation, obtenez l'accord de vos interlocuteurs. Attention, ne citez pas de nom. Vous évaluez un système et non des personnes. Si un point n'obtient pas l'accord, notifiez-le sur le rapport ou retirez-le si c'est justifié. Enfin, dans un troisième temps, donnez le délai sous lequel vous allez diffuser le rapport d'audit et rappelez aux audités qu'ils doivent mener des actions sur les écarts relevés. Toutes les conclusions doivent se trouver dans le rapport d'audit. Vous suivrez les procédures internes de votre entreprise pour la forme et la mise à disposition de ce document. Comme tout document qui doit faire l'objet d'une exploitation, il faut qu'il soit bien rédigé pour être compréhensible. Vous maîtrisez à présent l'audit et ses différentes phases, la préparation, la conduite et la conclusion. Bien que l'audit soit un exercice factuel, ne négligez surtout pas le facteur humain. Vous auditez un système, mais ce sont des personnes qui le font vivre. Pour améliorer le système, vous avez besoin de l'adhésion et de la motivation de tous.